Une unanimité, celle qui s'est dégagée à l'Assemblée nationale lors du vote d'une proposition de recommandation relative à l'agression israélienne contre les Palestiniens. Un atelier, celui de concertation organisé par la SONADER à Bogué, coup d'envoi ce matin, sous la supervision du ministre du Développement rural. Un lancement, celui de l'extension du réseau d'adduction d'eau dans Nouakchott Sud, et c'était ce matin sous la supervision du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 22 mai 2021. En 22h que nous commençons par le parlementaire et la diplomatie avec donc cette unanimité qui s'est dégagée aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour d'une recommandation, d'une proposition de recommandation relative à l'agression israélienne contre les territoires palestiniens. Unanimité donc de vote de cette proposition. C'était lors d'une séance plénière aujourd'hui présidée par M. Cheikh Oulbaye, le président de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Mohamed El-Khattat. Ce vote à l'unanimité était l'occasion pour le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaye, de féliciter la résistance palestinienne pour sa victoire sur le champ de bataille, qui constitue, a-t-il dit, un message clair qui va peser dans la balance à l'avenir dans la manière d'aborder la question palestinienne. De son côté, le député El-Khalil Oul-Nahoui, initiateur de cette proposition, a présenté un exposé sur les différentes étapes de la résistance palestinienne, soulignant que cette recommandation rentre dans le cadre du soutien et de la solidarité avec les frères palestiniens qui ont subi une agression barbare et brutale de l'armée israélienne. Les députés ont loué la position honorable prise par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ses entretiens et contacts avec les dirigeants palestiniens au cours de la période de cette agression. Ils ont également salué le gouvernement et le peuple mauritanien ainsi que les organisations nationales pour leur appui et leur position en faveur de la cause palestinienne, laquelle occupe une place première dans la conscience mauritanienne. La recommandation des députés évoque plusieurs points, saluant et soutenant la vaillante résistance palestinienne à l'occupation israélienne qui change la donne grâce à sa constance, l'unité de ses rangs et ses victoires sur le terrain jusqu'à amener l'ennemi sioniste à déclarer un cessez-le-feu. Ils ont rappelé la communauté internationale à trouver une solution juste et durable, garantissant la protection légitime de la vie et des biens de nos frères palestiniens dans la ville sainte d'Al-Quds et qui mette fin aux souffrances du peuple palestinien depuis 73 ans, ainsi que l'ouverture des points de passage vers Gaza et l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds comme capitale. La recommandation qui salue la position de l'État et du peuple mauritanien a également appelé la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur les crimes de guerre perpétrés par Israël dans les territoires palestiniens occupés et condamner les dirigeants israéliens pour ces crimes continus, systématiques et généralisés, véritables massacres collectifs. Les députés ont chargé le président de l'Assemblée nationale de transmettre cette recommandation aux autorités publiques, au gouvernement et aux organisations régionales et internationales. Voilà donc pour cette séance plénière de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui qui a permis aux députés d'adopter à l'unanimité cette proposition de recommandation relative à l'agression israélienne contre le territoire palestinien. Voilà, après le parlementaire, le médical. D'abord avec cette journée de concertation, cette journée plutôt organisée par la Société mauritanienne de cardiologie en collaboration avec donc ces concerts de la Tunisie et du Sénégal. Journée donc, c'était aujourd'hui et dont le lancement a été supervisé par le ministre de la Santé. Compte rendu Bokar Baïleba. Cette journée médicale s'inscrit dans le cadre d'un échange régional d'expériences sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les patients cardiovasculaires.
Autre objectif, apprendre davantage sur les dernières découvertes médicales en matière de soins et de la prévention du coronavirus. Comme on est dans les champs d'expérience, en guise de leçons apprises de 21 mois de gouvernement, dont 15 mois de gestion de la pandémie Covid, je retiendrai plus particulièrement que l'humanité a besoin de considérer la santé comme un bien mondial et développer des stratégies internationales, régionales et sous-régionales complémentaires si elle veut limiter les impacts humains, matériels et financiers des crises de type Covid qui risquent malheureusement de se répéter. Que la région africaine doit particulièrement développer ses propres stratégies partant de ses propres priorités et non celles édictées de l'extérieur, de son capital humain et environnemental, des opportunités qui s'offrent ainsi que de sa position géostratégique dans le monde. Que la Mauritanie devra accélérer la mise en œuvre du programme élargi du président de la République qui est en fait un plan de relance socio-économique réorientant plus l'économie vers les secteurs productifs. Que le département de la santé que je dirige devra résolument s'orienter vers une couverture sanitaire universelle, effective en impliquant les différents départements et acteurs, publics et privés, nationaux et internationaux, dans une approche sectorielle holistique, faisant du Mauritanien l'acteur, mais aussi l'objectif de son action. Autre intervention, c'est celle faite par le président de la Société mauritanienne de cardiologie, Mohamed Ouljidou. Ainsi, il a déclaré que les graves complexités de la pandémie sont nombreuses, à raison des moyens matériels et humains modestes, bien que l'Afrique soit l'un des continents les moins touchés. Il a ajouté que le risque de contracter cette maladie est multiplié par 2 chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, soulignant que le Centre national de cardiologie, structure de référence, a reçu au cours des 2 vagues plus de 300 patients. Justement, la Société mauritanienne de cardiologie, en collaboration avec son homologue du Sénégal, a jugé utile de consacrer la 2e édition du congrès annuel mauritano-sénégalais au traitement des maladies cardiaques afin de partager les expériences régionales. Le sujet qui a été choisi par nos collègues mauritaniens, qui est un sujet tout à fait pertinent et d'actualité, est la relation entre les maladies cardiovasculaires et le Covid, puisqu'on peut imaginer l'impact majeur de cette pandémie au niveau de nos différentes sociétés, mais également au niveau de la pratique de la cardiologie et de notre spécialité. Nous avons donc passé en revue cet impact dans ses différents aspects, sur le fonctionnement de nos services, sur le fonctionnement de nos activités médico-chirurgicales, sur l'impact des maladies cardiovasculaires sur le Covid, et on s'est rendu compte d'ailleurs que ce sont les maladies cardiovasculaires qui constituent les principales causes de comorbidité et souvent associées au décès. En somme, les explications fournies lors de ces travaux indiquent que les personnes ayant des facteurs de risque cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire avérée ont un risque plus élevé de présenter une morbidité et une mortalité en cas d'infection par la Covid-19. La Covid-19 et son impact sur les patients cardiovasculaires, c'était le thème de cette journée médicale de concertation organisée aujourd'hui à Nouakchott par la Société mauritanienne de cardiologie en collaboration avec ses concerts de la Tunisie et du Sénégal. Une journée qui se tient au moment où l'évolution de la pandémie de la Covid-19 connaît chez nous une certaine stabilité malgré quelques augmentations dans les chiffres des nouveaux cas. On va voir d'ailleurs les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé. Vous le voyez, 65 nouveaux cas, 18 guérisons et fort heureusement 0 décès. Alors, ce qui porte le cumul à 19 114 depuis le début de la pandémie, dont 18 249 guérisons et 458 décès malheureusement. Voilà, ça c'était les derniers chiffres de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Une évolution marquée donc par une hausse des nouveaux cas, peut-être due aussi, entre autres, à l'augmentation du nombre de tests organisés par le ministère de la Santé. Encore et toujours, il faut continuer à respecter les mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la propagation de ce virus. Il faut se faire vacciner car les opérations de vaccination sont actuellement en cours à travers le pays. On va prendre 2 exemples de l'intérieur aujourd'hui, Nouadhibou et Ayoun. Alors, comment les opérations de vaccination
se déroule-t-elle dans la capitale du Hod-e-Sharqi et dans la capitale de Dakhlet Nouadhibou, et comment se présente l'afflux des citoyens dans les différents centres de vaccination. C'est ce que nous disent nos correspondants régionaux dans ces deux capitales régionales, dont les comptes rendus ont été compilés en français par Aminata Khan. File d'attente au centre de santé de la ville de Nouadhibou. Ces citoyens désirent se faire vacciner contre la pandémie de la COVID-19. L'un des citoyens que nous avons rencontrés a souligné que la vaccination est indispensable et que tous doivent être conscients de son importance. Il a profité de notre micro pour remercier les autorités pour les nombreux efforts consentis pour freiner la propagation de la pandémie. Cette dame a abondé dans le même sens, indiquant que la campagne se déroule dans de très bonnes conditions. L'un des membres du staff a déclaré à notre micro l'importance du vaccin dans la lutte contre la propagation de la pandémie de la COVID-19. Cette équipe se relaie nuit et jour dans ce centre. Depuis le début de l'opération, 1900 personnes ont été vaccinées. Tous les citoyens de la ville doivent être conscients de l'importance de ce vaccin, conclut-il. À Ayoun, l'opération de vaccination a démarré le 22 avril. Cependant, l'affluence n'est pas importante malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et la disponibilité des équipes médicales présentes tous les jours dans le centre hospitalier de la ville. C'est ce que nous confirme ce médecin qui a affirmé que depuis le début de la campagne, seulement 87 personnes ont été vaccinées. Il poursuit en indiquant que le ministère a élargi l'opération aux fonctionnaires de l'État. Il demande aux citoyens de se rendre au centre et de se faire vacciner. Lors de notre tournage, nous avons rencontré 2 citoyens qui se sont vaccinés à qui nous avons tendu le micro. Ils ont indiqué que l'équipe médicale les a rassurés à leur arrivée et qu'ils se sont vaccinés sans grande difficulté. Voilà l'état de vaccination donc au niveau de Ayoun et au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Voilà donc pour cette page médicale consacrée, vous le voyez, vous l'avez remarqué, à l'évolution de la COVID-19, mais aussi aux conséquences de la pandémie de ce virus sur les patients cardiovasculaires, ces conséquences qui étaient l'objet d'une journée de concertation, une journée médicale de concertation organisée aujourd'hui à Nouakchott, une journée sous la supervision du ministre de la Santé. 3 autres activités ministérielles, dont 2 à l'intérieur et 1 à Nouakchott. L'une des activités à l'intérieur, c'est celle du ministre du Développement rural. Elle a eu lieu à Bogué. Là-bas, le ministre a supervisé le lancement d'un atelier de concertation organisé par la SONADER avec participation de représentants des wilayas du Brakna, du Trarza, du Gorgol et du Guidimacha. C'est un compte-rendu de notre correspondant Abdelwadoud Oulsedena, compte-rendu revu en français par Melika Nakli. Et les représentants d'associations et d'organisations de cultivateurs, les délégués régionaux du ministère du Développement rural des wilayas concernés et opérateurs économiques travaillant dans ce domaine se sont retrouvés dans la Mokata de Bogué à l'occasion de cet atelier de concertation en vue de l'actualisation du calendrier cultural du riz irrigué en Mauritanie. Cet atelier est organisé par la Société nationale pour le développement rural, SONADER. À l'ouverture de cette rencontre, le ministre du Développement rural a souligné que cet atelier s'inscrit dans le cadre du développement et de la modernisation que connaît ce type d'agriculture. Le ministre rappelle que cet atelier de concertation concerne au plus haut point tous les citoyens. Il s'agit, dit-il, de l'actualisation du calendrier cultural du riz irrigué qui occupe la première place en ce qui concerne la production agricole. Comme vous le savez, ajoute-t-il, l'un des paramètres essentiels de la production, c'est le calendrier culturel adéquat, prenant en compte les changements climatiques et une technicité adaptée, étant donné leur impact sur la production, particulièrement en ce qui concerne le riz. À cet effet, dit-il, le ministère du Développement rural est représenté par la SONADER dans le cadre du projet de gestion intégrée des ressources en eau qu'elle exécute en collaboration avec des partenaires techniques et plus particulièrement le Centre national pour la recherche agricole et l'Agence nationale de météorologie. Le ministre rappelle qu'à cet atelier participent des experts du ministère, des partenaires, représentants des agriculteurs, afin de se concerter et d'échanger leurs points de vue et d'expérience sur cette thématique particulièrement importante. De son côté, le maire de la commune de Bogué a souligné l'importance de cet atelier de concertation qui vise à une meilleure gestion de l'eau au niveau du bassin du fleuve Sénégal. Le maire a exhorté les participants à bien cerner la problématique afin d'y trouver la solution idoine.
Cet atelier de concertation en vue de l'actualisation du calendrier cultural du riz irrigué, qui marque le lancement du projet de gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin du fleuve Sénégal, aura duré ce que durent les fleurs, en l'occurrence une journée. Voilà donc pour cet atelier de concertation organisé aujourd'hui à Bogué, dont le lancement a été supervisé par le ministre du Développement rural. Son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement, lui, a entrepris aujourd'hui 2 activités à Nouakchott. Il s'agit d'une visite d'un chantier à Nouakchott Nord et la pose de la première pierre à Nouakchott Sud. On retrouve Mohamed El-Khattat. Il s'agit de la pose de la première pierre d'une extension du réseau d'adduction en eau potable du quartier Tarhil qui rentre dans le cadre du programme du président de la République Oulouyati. C'est un réseau de 55 km de canalisation et de 3000 raccordements domestiques quasi gratuits, financés sur fonds propres de l'État et exécutés par le génie militaire. Pour M. Boval Mahfouz, coordinateur du projet d'extension en eau potable de Nouakchott, c'est un réseau qui va permettre d'approvisionner directement plus de 20 000 familles en eau potable. La cérémonie a été l'occasion pour M. le maire de Riyad, Abdallahi Idriss, de souligner que le pays s'est transformé en un grand chantier pour mettre à exécution le programme électoral et les promesses du président de la République au peuple mauritanien et de saluer ses réalisations et toutes celles en cours dans le pays pour disponibiliser les services de base aux populations dont beaucoup, a-t-il dit, ont souffert de privation d'eau et de bien d'autres services essentiels. Passé cette pose de la première pierre de l'extension du réseau d'adduction d'eau potable à Tarhil, le ministre s'en est allé s'enquérir de l'avancement d'autres travaux dans le volet 10 du projet d'extension de ce réseau s'étalant sur plus de 300 km. Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Sid Ahmed El Mohamed, s'est rendu à Dar Naïm où les travaux de canalisation sont en cours pour d'autres raccordements domestiques, tantôt à El Hayy Saken, tantôt à Ain Talh, d'où avait démarré le 12 novembre 2019, la seconde phase de l'extension du réseau d'adduction en eau potable de Nouakchott. Ici et là, le ministre a insisté sur l'accélération des travaux en veillant à la qualité et en prodiguant conseils et instructions. Là, aujourd'hui, en visite des chantiers, donc l'activité qu'on avait lancée depuis le début des travaux, qui consistait à effectuer une visite toutes les 2 semaines pour suivre de près l'avancement des travaux, la qualité et surtout pour donner les instructions qu'il faut pour éviter tout retard. À ce point-là, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, avait posé la première pierre du démarrage du projet de distribution de l'eau à Nouakchott. Donc il consistait à poser 1400 conduites pour couvrir l'ensemble des parties de la ville de Nouakchott. Donc les travaux avancent assez bien. J'ai visité Dar Naïm, la zone de la prison. Donc on a vu que cette zone a bénéficié des infrastructures importantes dans le domaine routier et aussi dans le domaine de l'eau. Donc Hayy Saken aussi a fait partie de cette visite, c'était la deuxième étape. Donc on devait élaborer 2500 branchements et on a déjà entamé 1000. Donc c'est pour rappeler la population de Hayy Saken que le président ne l'oublie pas. Donc on va démarrer les 1500 restants sous peu. Aujourd'hui, Ain Talh, là où son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait lancé les travaux de cet important projet, nous sommes là, on doit brancher 3000 familles. Nous sommes sur le premier 1000, donc on va continuer les travaux, Inch'Allah. Donc il y a eu un léger retard dû à la situation de Corona, parce que les matériaux, les équipements sont achetés de l'étranger, il y a eu des problèmes de transport, mais on va essayer de rattraper rapidement ces retards pour que toute la population de Nouakchott bénéficie de l'eau potable à leur portée au niveau des maisons. Donc ce projet aussi consiste à brancher les zones de Soko, la zone de Sokojim Plage. Les travaux sont en avance au niveau de Sokojim Plage, ils sont presque terminés. Pour ce qui concerne Soko, le reste de l'eau à Taïret, les travaux vont être entamés et finis en fin d'année 2021. Pour le reste de Nouakchott, les travaux vont continuer jusqu'à l'horizon de 2023. On va essayer aussi de
de travailler rapidement pour terminer le lot 11 ou 12 au niveau de Riyad, Arafat, et le pôle de distribution au niveau de Sabha aussi, il doit voir le jour dans les prochaines années pour clôturer le projet qui consistait dès le début, comme j'avais dit, de poser 1400 conduites dans la ville de Nouakchott pour couvrir l'ensemble des quartiers qui existaient lors de l'élaboration de l'étude de projet. Il importe de noter que les travaux de cette seconde phase ont atteint 70% pour ce qui concerne la pose des canalisations en prévision de l'achèvement des travaux vers la fin de l'année en cours. Voilà donc pour les activités du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui à Nouakchott. La quatrième activité ministérielle, elle s'est déroulée à Selibabi. Il s'agit de l'inauguration d'un guichet d'emploi au niveau de la wilaya du Guidimaha. Cela s'est passé hier soir et c'était une cérémonie supervisée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant Mohamed Oulbilal. Compte-rendu revient en français par Bokar Baïleba. Après Nouakchott et Kaïdi, c'est au tour de la ville de Selibabi de se doter d'un guichet Teshril, autrement dit un guichet emploi. La structure fonctionne à l'aide d'un programme qui sert de guide d'un plan d'emploi élaboré en fonction de l'étude des besoins du marché local du travail. Concrètement, le guichet aura pour mission de recevoir désormais les dossiers du demandeur d'emploi et donnera des conseils appropriés aux usagers du guichet, à savoir les individus et entreprises publiques et privées, en plus de suivre la situation du diplômé des centres de formation technique et professionnelle. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, a indiqué que l'ouverture des guichets d'emploi dans la plupart des villages du pays s'inscrit dans la politique de rapprochement de la fonction publique des citoyens et l'ouverture de nouveaux horizons pour l'intégration des jeunes dans la vie active à travers la création de projets générateurs de revenus, l'étude de toutes les opportunités disponibles et la lutte contre le chômage. Il a rappelé que le département a élaboré une stratégie ambitieuse de l'emploi et de la formation qui tient compte des divers aspects concernant le domaine et sera suivie avec sérieux et fermeté. De son côté, le wali du Guidimaha, Taïb Mohamed Mahmoud, a salué l'ouverture effective du guichet Teshril qui permettra l'élaboration d'une cartographie claire de l'emploi à travers la wilaya, dans la wilaya à travers des programmes bien concis, ciblés et des mécanismes pratiques et rapides qui prennent en compte divers aspects en fonction des besoins du marché local. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Beytullah Ould Ahmed Leswad, qui a exprimé son grand espoir que ces guichets constitueront un saut qualitatif dans le secteur de l'emploi en raison de l'approche adoptée par l'agence. D'autres intervenants se sont relayés pour saluer la mise en œuvre de ce genre de structure de nature à faciliter les procédures de recherche d'emploi, notamment les jeunes au niveau de la wilaya du Guidimaha. La wilaya du Guidimaha qui dispose désormais d'un guichet d'emploi, il a été inauguré donc hier soir par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Dans le domaine médiatique, bien à signaler cette session de formation organisée par les réseaux des femmes journalistes en Mauritanie, bien entendu, en collaboration avec le bureau de l'UNESCO à Rabat et avec la commission nationale de l'UNESCO. Et c'est un compte-rendu d'Aminata Ken. Sous quel thème est organisée cette formation? La femme journaliste, c'est le thème retenu pour cette session de formation organisée au profit de 20 journalistes femmes issues des différents médias de la place. Supervisant les travaux de la rencontre, le conseiller du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Ilsa Gouliedali, a situé le cadre de la rencontre évoquant la thématique. Le conseiller du ministre a mis l'accent sur l'importance de la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, surtout des femmes, indiquant que notre pays fait partie des pays où la sécurité des journalistes est préservée. Lui succédant, la présidente du réseau des femmes journalistes, Mme Khadija Mintel Moujtaba, a indiqué que la couverture médiatique nécessite de se doter des connaissances nécessaires pour contrecarrer toutes les attaques.
Elle poursuit en indiquant que cette session de formation organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de la presse est une occasion pour mieux outiller les journalistes qui participent à cette formation de connaissances nécessaires. Ces exposés seront présentés par des experts. Elle a souhaité plein de succès aux travaux. Il est à noter que le réseau des femmes journalistes tiendra une série de formations au profit des journalistes dans le pays. Voilà cette session de formation donc au profit d'une vingtaine de femmes journalistes organisées depuis aujourd'hui. Nous avons commencé ce journal avec la question palestinienne. On va terminer avec cette même question, avec une visite d'une délégation du mouvement palestinien Hamas qui visite actuellement le pays. Dans le cadre de cette visite, cette délégation s'est rendue aujourd'hui au siège du mouvement IRA. On doit voir les images, les voilà. C'était donc cet après-midi, délégation qui a été accueillie, vous le voyez, par le président de ce mouvement, entouré de plusieurs de ses cadres. Et c'est une visite qui a été effectuée sur invitation d'IRA dans le cadre de sa solidarité et de son soutien à la cause palestinienne et sa condamnation de l'agression israélienne. C'est ce qu'a souligné le président d'IRA, Biram Da'abeid, en recevant la délégation palestinienne, délégation dont le chef a salué la position constante de la Mauritanie, peuple et direction face à la cause palestinienne. La cause palestinienne également et particulièrement le soutien à Al-Quds, c'était aussi au centre d'une manifestation, une activité organisée par, on doit voir les images, n'est-ce pas? Elles sont là, voilà. Donc la cause palestinienne, particulièrement le soutien à Al-Quds, était au centre d'une activité organisée par le Club de la création culturelle en collaboration avec le courant littéraire. C'était hier soir à Nouakchott. Il s'agit d'un meeting culturel et littéraire sous le thème Al-Quds et l'Oumma, l'occasion pour la présidente du club de souligner l'attachement indéfectible du peuple mauritanien à la Palestine et à Al-Quds depuis toujours. Et quant au président du Coran, il a souligné les victoires enregistrées par la résistance palestinienne. Et le représentant de l'ambassade palestinienne au cours de ce meeting a lui mis en exergue l'attachement de la Mauritanie, peuple et direction à la cause palestinienne. Et c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'était à l'Assemblée nationale, séance plénière aujourd'hui, en vote à l'unanimité sur une proposition recommandation donc sur l'agression israélienne contre les territoires palestiniens. Ici, nous sommes à Bogué avec cet atelier de concertation organisé par la SONADER et dont le lancement a été donné par le ministre du Développement rural. Ici, c'est les visites effectuées, les activités du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il a posé une première pierre au niveau de Nouakchott Sud pour l'extension des réseaux. Au niveau de Nouakchott Sud, et visité un chantier qui se trouve dans la wilaya de Nouakchott Nord. Voilà, le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, avec le respect des mesures préventives, ces mesures qui sont très efficaces, des gestes très efficaces vis-à-vis de la Covid-19 et qui permettent de sauver des vies. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.